Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Un invité du jour qui va être consacré pendant 2 jours à AZF, l'affaire AZF vue par Krimketa, un journaliste indépendant. Alors dans la première partie diffusée ce soir, il nous explique les prémices de l'enquête et sur le pourquoi il a enquêté. Voici tout de suite l'interview de Krimketa. Ce soir on va parler d'AZF. Oui. Il y a eu les résultats du procès, en tout cas le verdict il n'y a pas longtemps, un verdict qui ne vous satisfait pas je suppose? Le verdict ne me satisfait pas, ça c'est une chose, mais il ne me surprend pas du tout par contre, parce que c'était une évidence qu'avec les éléments qui ont été amenés au dossier, on ne pouvait s'acheminer que vers une relaxe. Alors l'enquête a été menée dans un sens, vous seriez plutôt allé dans un autre, on va en parler tout à l'heure dans la discussion. Juste avant, je veux savoir, vous vous souvenez ce que vous faisiez ce soir-là, ou ce jour-là plutôt? Bien, oui, je m'en souviens très bien. Le 21 septembre 2001, j'étais ici même. Et pour ne rien vous cacher, j'étais sur un lit, c'était pas du tout disposé comme ça. Et au moment de l'explosion, moi personnellement, j'ai été projeté contre le mur. Et j'étais persuadé que c'était une explosion due au gaz. Donc je suis allé de ce côté, j'ai vu des gens affolés qui s'interrogeaient sur ce qui avait bien pu se passer, et moi j'ai dit c'est le gaz. Puis j'ai su par la suite que tout le monde à Toulouse pensait que c'était vraiment à l'endroit où il se trouvait que ça avait explosé. Ensuite j'ai regardé par ce balcon là. Et donc j'ai aperçu des connaissances du quartier qui m'ont dit c'est AZF, il y a un gros nuage. Je suis sorti et j'ai eu un message de la mère de mes enfants, puisque j'ai 2 enfants qui étaient très stressés et apeurés, puisqu'elle se trouvait vers la route d'Espagne quand ça a explosé. Et elle s'est précipitée à l'école des enfants, rue de Cugnot. Et heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais il y a eu des dégâts comme partout dans la ville. Voilà, donc finalement, vous êtes un touché lambda finalement. Voilà. Et vous êtes quand même lancé dans cette enquête, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que finalement vous êtes lancé là-dedans? Ah non, mais moi, rien ne me destinait à me lancer dans cette enquête. Je travaillais pour la Dépêche du Midi. Et j'étais en charge des pages sport, des comptes rendus de sport, et aussi beaucoup, depuis 2000 jusqu'à 2006-2007, des pages quartier. Et en 2003, en janvier 2003, je suis rentré dans l'enquête AZF par hasard, par le plus grand des hasards. Philippe Elmery, journaliste de la Dépêche pour ne pas le nommer, me demande d'aller faire un article dans une association à la Faourette, Partage Faourette, qui venait de sortir un bouquin qui s'appelle Un si beau nuage, qui est un recueil de témoignages auprès d'une population qui a des difficultés un petit peu pour s'exprimer. Et cette association qui est dans un quartier touché de plein fouet par l'explosion avait créé un comité de lecture, une cellule psychologique et recueilli les témoignages des gens. Et ils en ont fait un petit ouvrage qu'ils vendaient 2 €. Et voilà, moi j'ai rendu compte de cette... et tout est parti de là. De ce produit fini. Je suis allé à l'association, ils avaient fait un repas pour la sortie de leur bouquin. J'ai fait des photos et j'ai fait un article dans la Dépêche qui rendait compte de la sortie de cet ouvrage, recueil de témoignages des victimes d'AZF. Du quartier Faourette Bagatelle. Quand réellement vous êtes lancé dans les investigations et quand ça a commencé réellement à vous titiller et à vous passionner à la fois? Eh bien, 3 jours après la publication de l'article sur Un si beau nuage, je suis retourné dans cette association pour leur demander, on fait toujours ça pour avoir un retour. Oui, ils étaient très contents de ce que j'avais rédigé. Et j'avais été surpris parce que j'avais acheté moi-même un recueil
de ce bouquin. Et j'avais été surpris d'un témoignage d'une dame qui avait, maghrébine, hein, pour ne pas, et qui avait été blessée. Son mari était enseveli dans l'appartement et elle s'était précipitée chez son médecin. Et c'était une remplaçante qui l'avait conduite en lui disant c'est à cause de vous qu'il y a eu l'explosion, vous avez fait un attentat. Donc ça montrait l'état de choc dans lequel toute la population toulousaine se trouvait. Oui, puis on s'en souvient, hein, 10 jours après le 11 septembre, c'est vrai que... Donc j'étais choqué par ce témoignage et je le dis au responsable de l'association, je dis, il me dit, mais ça c'est rien. Il me dit, on a dans notre antenne, on a Samir Agragnou. Je dis Samir Agragnou, moi je n'étais vraiment pas du tout dans l'enquête AZF. Et il me dit, mais comment, tu n'es pas au courant? C'est quelqu'un qui a été incriminé par l'Express parce qu'il est parti 20 minutes, il a porté plainte en diffamation contre le journal et il vient chez nous pour avoir une aide juridictionnelle et voilà, il est pas bien depuis qu'il fait la une entre guillemets de l'actualité. Et donc moi là, même si j'étais pas dans l'enquête, quand même, je suis journaliste à la base et j'ai eu envie d'en savoir plus. Et je l'ai signalé à mon chef de rédaction. Alors ça c'est important, c'est là que finalement au niveau de la dépêche ça passait pas trop, en tout cas la version que vous allez commencer à rapporter. Qui va se dessiner là, on n'était pas encore dans l'enquête que j'ai menée par la suite. Là, c'est les prémices. C'est les prémices. Ouais. J'ai rencontré parce que je l'ai voulu, j'ai demandé, j'ai fait en sorte d'être mis en contact avec lui. J'ai rencontré une personne qui est dans le volet piste terroriste. Qui était incriminé par le journal L'Express. Et j'ai obtenu pour la rédaction de la Dépêche du Midi son interview exclusive. On l'avait co-signé d'ailleurs Gilles Souillès qui était le chef d'enquête AZF de l'époque et moi-même avec l'interview exclusive recueillie par moi. Mon enquête s'arrêtait là. Ponctuellement, en termes journalistiques, j'ai fait un coup. J'ai trouvé quelqu'un d'important et j'ai obtenu sa déclaration pour la Dépêche du Midi. Voilà où se sont arrêtées mes investigations en janvier 2003. Voilà. Et c'est par la suite, c'est 3 mois plus tard, qu'on m'a téléphoné à la rédaction de la Dépêche du Midi, une personne que je ne connaissais pas du tout, et qui s'appelle Monsieur Wali, Nabil Wali. Et là, c'est là que je suis rentré dans l'enquête. D'accord. Quand j'ai rencontré ce monsieur Wali. Alors qu'est-ce que vous avez dit ce monsieur Wali? Eh bien ce monsieur Wali donc m'a dit qu'il avait essayé de joindre la rédaction de la Dépêche du Midi parce que depuis 2 ans il voyait des unes sur les pistes terroristes et il m'a donc appris que lui-même était sur le site AZF puisqu'il y travaillait depuis 4 années. Il était responsable d'une entreprise de nettoyage technique de nettoyage TFN et il avait du personnel, il supervisait le travail de son personnel, il y avait une 30aine de personnes sur le site AZF et il m'a raconté ce qu'il a vécu ce jour-là, le 21 septembre. Et ce qu'il a vécu, il a déclaré le 28 septembre 2001 à la police judiciaire où il a été entendu. Et voilà, et donc j'ai recueilli son témoignage et c'est de là que je suis rentré dans l'enquête. D'accord, alors bon, une enquête longue, semée d'embûches aussi, puisque voilà, comme je le disais tout à l'heure, à la Dépêche on ne nous a pas trop suivis. Ah non, parce que le témoignage que j'ai proposé donc au chef de rédaction qui avait consenti à prendre l'interview de cette personne incriminée de terrorisme, ça cadrait avec la ligne rédactionnelle de la Dépêche de l'époque. Par contre, une piste accidentelle qui venait de la tour et basée sur un témoignage d'un employé qui avait vu des éléments troublants puisqu'il avait vu les plafonds d'une tour de fabrication effondrer, ça ne les intéressait pas. Parce qu'ils étaient avec la ligne rédactionnelle entre guillemets officielle, mélange chlornitrate
d'ailleurs dont on sait qu'elle n'a pas abouti puisqu'il y a eu relax général le 19 novembre dernier. Comment vous expliquez que tout le monde s'est concentré sur cette autre piste hein, et que, disons, celle que vous voulez mettre en lumière n'a pas été retenue? À mon avis, c'est la lassitude. Ils voulaient en terminer. Il fallait trouver une solution rapidement. Il fallait cloisonner. Bon, le travail des experts est parti dans tous les sens. La police, n'en parlons pas. On leur a demandé d'étudier des pistes les plus farfelues. Ils ont perdu du temps et au bout d'une année, 2 années, parce qu'il y avait quand même des victimes, il y a des gens, il y a plus de 3000 blessés avec des gens et cette pression latente quoi, de gens qui voulaient savoir a fait que on a clôturé sur cette piste accidentelle. Puisque bon, quand même, les investigations, à mon avis, concernant la piste terroriste, elles ont été vraiment menées. Elles ont été évincées assez rapidement? Pas rapidement. On l'a vu pendant le procès. Elles ont ressurgi. Oui, non, mais officiellement, disons, parce qu'après, ce sont encore des pistes qui ressortent, disons, avec parcimonie par certaines personnes. Officiellement, ça dépend dans quels organes de presse. Il y en a qui se sont, qui ont développé leur information avec les comptes rendus des magistrats, enfin de la police judiciaire, au fur et à mesure où ça a commencé à prendre forme autour de ce mélange chlornitrate et qui ne s'en démarquait plus. Et par contre, il y en a qui ont surfé et qui continuent d'ailleurs à surfer sur une piste terroriste, pourquoi pas, hein, c'est toujours à l'ordre du jour. Donc la majorité et le bon sens a fait qu'on pensait que c'est un accident quand même, mais le doute qui a ressurgi au moment du fait que maintenant on n'en sait plus rien. Officiellement on ne sait pas, puisqu'il y a eu relax au bénéfice du doute. Voilà pour la première partie de cet entretien. On se retrouve dès demain à 18h17 avec Krim Keta qui va nous exposer les différents éléments qui lui ont permis de mettre en avant cette thèse.